Et sur ce plan-là, si le lecteur a une certaine sagesse et une certaine expérience, les textes autobiographiques, si mauvais soient-ils, mais ils ne peuvent pas l'être mauvais dans mon idée, apportent toujours quelque chose. D'autant plus que, comme vous allez le voir dans le second développement, je regarde ma montre parce qu'il ne faut pas que j'oublie de vous parler de l'Association pour l'autobiographie. Ce qui se passe très souvent, c'est que les textes autobiographiques, les journaux ou les correspondances sont lus en série. C'est-à-dire que vous n'êtes plus devant le texte autobiographique comme devant une œuvre isolée, un chef-d'œuvre qui demande à être admiré pour lui-même, mais vous êtes devant une pièce de compréhension dans une recherche qui va englober toutes sortes d'autres textes. Ce qu'un texte ne dit pas, d'autres textes vont l'éclairer. Une sorte d'œuvre, de méta-œuvre qui va se construire en fait dans la tête du lecteur. Et qui fait que tous les textes autobiographiques sont bons. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé à découvrir ça? C'était au début des années 80. D'abord, la rencontre du texte de mon arrière-grand-père. J'avais cru que son texte était mauvais. Et en fait, dès que j'ai compris le système, c'est que je n'avais pas compris le système, mais j'ai compris le système et qu'en fait, tout était dit dans le texte, mais pas au bon endroit. J'ai été plein d'admiration pour cet écrivain du dimanche, écrivain ordinaire, qui en fait avait réussi, dans un premier temps, à me leurrer. Et puis, je suis devenu lecteur fanatique d'une chose qui n'existe plus, qui s'appelle les éditions de la pensée universelle. C'était ceux d'entre vous qui sont suffisamment âgés se souviennent peut-être que dans les années 1980, cet éditeur à compte d'auteur, qui trompait beaucoup de monde, arrosé de publicité, il y avait des pages du quotidien Le Monde qui étaient consacrées à la liste des publications de cet éditeur, qui en fait vous demandait de payer pour fabriquer votre livre et était absolument incapable de le diffuser. Et il diffusait de tout, de la poésie, du théâtre, des essais, des autobiographies, des journaux, etc. Et je me suis dit, mais peut-être que leurs romans sont mauvais, mais leurs autobiographies ne peuvent pas être mauvaises. Donc je me suis mis à aller chez eux acheter systématiquement toutes les autobiographies. Et puis ensuite, j'ai eu un ami journaliste qui les recevait en service de presse, qui m'a donné tous les cartons qu'il recevait de la pensée universelle en service de presse. Et donc je me suis fait une bibliothèque de la pensée universelle autobiographique. Je jetais les romans et les... C'était horrible. C'est une sorte de jugement dernier. Les romans et les poèmes, je les jetais. Et je gardais les autobiographies. Je me suis fait une bibliothèque d'autobiographies que j'ai d'ailleurs léguée à l'Association pour l'autobiographie. Et ces textes étaient toujours... J'en ai pas trouvé un seul qui était mauvais. Il y avait toujours une forme quelconque d'intérêt. Je me suis mis à travailler donc sur les écritures ordinaires. Et... écriture ordinaire d'aujourd'hui, écriture ordinaire du passé, en me disant que dans les archives, il devait y avoir pas mal de textes ordinaires analogues à ceux de mon arrière-grand-père qui dormaient, archives publiques ou même archives des familles. Et donc me voilà, d'ailleurs vous pensez peut-être en ce moment vous-même à des archives familiales que vous avez dans vos placards, dont vous ne savez pas quoi faire, le récit d'une arrière-grand-mère paysanne ou une... Bon, je pensais que ça existait, j'avais raison, ça existait. Donc j'ai lancé des appels à la radio ou à l'occasion d'articles dans des journaux en disant aux personnes qui me liraient, si vous avez chez vous des autobiographies ordinaires, des textes autobiographiques ordinaires, journaux, lettres, correspondances, etc., de personnes du 19e siècle, je fais une étude là-dessus, prenez contact avec moi, ça m'intéresse, voilà. Et j'ai reçu des réponses positives en disant oui monsieur, j'ai le journal de ceci, j'ai le récit autobiographique de cela, etc. Et on a correspondu, j'ai pris connaissance des textes en question. Voilà. Et puis j'ai reçu en même temps, pas énormément, mais suffisamment, 2 ou 3 ou 4 lettres qui étaient formulées de la manière suivante. Monsieur, j'ai lu votre appel dans tel journal. Et je vous écris pour vous dire que je n'ai chez moi aucun texte autobiographique du 19e siècle. Alors j'étais un petit peu stupéfait, étonné, surtout que la lettre était très longue après.
Et il y avait quelques phrases embrouillées, et la personne finissait par dire mais j'ai néanmoins chez moi quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et ce quelque chose, c'était un texte autobiographique de la personne elle-même qui disait ensuite, qui reconnaissait honnêtement, je ne suis pas du 19e siècle, je ne peux pas le nier, mais vous auriez tout de même intérêt, et on me donnait des conseils, vous auriez tout de même intérêt à y lire mon texte. Alors que faire dans ce cas-là? Inutile de vous dire que j'ai eu les mêmes réactions que vous venez d'avoir. C'était ma réaction aussi. La première fois, j'ai éclaté de rire. La seconde fois, j'ai souri. La troisième fois, j'ai moins souri. Et la quatrième fois, je me suis dit qu'il y avait un problème. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Si plusieurs personnes qui ne s'étaient pas concertées trouvaient le moyen d'exprimer avec cette candeur, cette naïveté, le même besoin, le même manque. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la société si on est capable d'écrire une lettre pareille. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu, bien sûr. Je réponds enfin en général, j'espère, toujours aux lettres. Et j'ai répondu oui, bien sûr. J'ai répondu ce que le respect humain imposait. Oui, envoyez-moi votre texte, je vais voir. Hein? Qu'est-ce que ces gens attendaient d'abord de moi? Pourquoi est-ce qu'ils étaient dans cet état de manque? Ils avaient donc leur autobiographie, leur journal. En général, c'est des autobiographies ou des journaux. Rarement des correspondances, puisque de toute façon, en général, on ne garde pas ses propres correspondances. Et qu'est-ce qu'ils attendaient de moi? Ils attendaient de moi deux choses. La première, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que je les aime, que je leur dise que c'était bien, qu'ils avaient raison. Souvent, d'ailleurs, c'était des textes de personnes qui étaient un peu persécutées et qui avaient des problèmes, avaient des comptes à régler. Voilà, il fallait que je leur dise qu'on était du bon côté, que ça allait, que ça marchait, donc un signe d'approbation et de reconnaissance. Et puis la seconde chose qu'elle me demandait, visiblement, c'était la conservation, la persistance de leur texte dans le temps. Alors pas la publication, je vais y revenir, mais la conservation, une forme quelconque d'archivage, que ça serait chez moi, ça resterait, alors que chez eux, ça allait être jeté. Qu'est-ce qu'ils avaient comme perspective devant eux? Ils avaient comme perspective, est-ce qu'ils pouvaient aller aux archives départementales avec leur journal intime sous le bras, en demandant, alors je ne sais pas comment sont les archives départementales à Limoges, elles sont certainement extrêmement accueillantes, mais en général, les archives départementales qui ouvrent la série J aux acquisitions par voie extraordinaire accueillent volontiers les archives des associations, des entreprises ou des gens relativement célèbres du coin. En revanche, les écrits contemporains de personnes ordinaires ont vraiment peu de chances de séduire. Donc les archives, il ne faut pas trop y penser. Si vous arrivez aux archives départementales avec votre journal intime sous le bras, on vous dira « Monsieur, vous vous trompez de démarche, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous avez trois choses à faire. Premièrement, mourrez. Secondement, attendez 50 ans. Et troisièmement, revenez nous voir. Hein ?» Alors à ce moment-là, on verra. Et là, je caricature, mais c'est le cas. Les écrits ordinaires qu'on trouve dans les archives sont des écrits qui ont fait leur preuve d'arriver à survivre pendant un certain temps dans un milieu défavorable. Hein. Et à ce moment-là, ils deviennent des archives, alors que c'est exactement les mêmes choses pitoyables, ordinaires, etc., qu'ils étaient avant, mais ils sont auréolés par la manière dont ils ont survécu dans le temps. Donc les archives, il ne faut pas trop y penser. L'édition, il ne faut pas trop y penser non plus, même si aujourd'hui, et puis il ne suffit pas d'être édité, il faut encore être capable d'ameuter des lecteurs. Et aujourd'hui, mais ceci dit, aujourd'hui, la situation change un peu. Tout ça se passait dans les années 1980. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité d'édition à la demande. Hein. Et donc là, le paysage a un peu changé. Et donc l'auto-édition, l'édition à
un petit tirage d'exemplaires et beaucoup facilité. Donc sur ce plan-là, peut-être que les besoins ne sont pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Il reste qu'après, le problème de la conservation de l'objet imprimé finira même par se poser si le livre n'est pas envoyé par l'imprimeur au dépôt légal. La troisième solution, c'est la transmission par les familles. Les familles n'aiment pas les autobiographies. Les familles aiment les souvenirs de famille. Les familles aiment les albums de famille. Les familles aiment les traditions. Les familles aiment toutes les petites choses qu'on garde et qui symbolisent leur unité. Mais les textes autobiographiques de leurs membres leur sont souvent, je ne dis pas toujours, il y a de très bonnes familles, hein, sûrement les vôtres, et peut-être la mienne, mais les familles se méfient des textes autobiographiques. Dire en fait, si vous êtes dans une famille où on n'écrit pas et que vous vous mettez à tenir un journal, pour vous, pour les meilleures raisons du monde, etc., en fait, se mettre dans l'écriture, c'est prendre le pouvoir. Vous prenez le pouvoir sur les autres. En tout bien, tout honneur, en toute gentillesse, il n'y a pas de mal à ça. Mais il reste que c'est vous qui avez la plume, c'est vous qui êtes le centre, c'est vous qui proférez tous les jugements de valeur, éventuellement positifs, mais c'est tout de même vous qui en êtes la source. Il y a donc un conflit de pouvoir symbolique entre l'autobiographe isolé dans une famille et sa famille. Et puis, il y a l'incompréhension et la pudeur, en disant c'est privé, il faut détruire, il faut brûler tout ça. D'autant plus que les transmissions familiales se font souvent dans la hâte, dans la douleur, dans l'incertitude. Il faut très rapidement décider de toutes sortes de choses. Et donc on ne pense pas trop à l'avenir et on pense que c'est en fait rendre hommage à l'intimité que de la détruire, en la laissant définitivement intime. Donc pour toutes ces raisons, les personnes m'écrivaient. Mais moi, qu'est-ce que je pouvais faire en face ? Il aurait fallu que je sois capable d'aimer tout le monde. Or, je vous dis franchement, les textes que je les aimais pas spécialement. Je suis comme tout le monde, hein. J'aime pas tout, j'ai des goûts, des préférences. Et là, je me suis forcé, j'ai été gentil, aimable, j'ai fait des réponses charmantes. Bon, mais en fait, j'avais mauvaise conscience. Je sentis que je n'étais pas dans mon rôle. D'autre part, pour l'accueil, donc un individu ne peut pas suffire. Et pour la conservation, qu'est-ce que ça allait devenir chez moi, les textes de tous ces gens ? Je vais les mettre dans un placard, mais moi, mes placards, on va les vider aussi, mes placards à moi. Hein, et leurs textes avec les miens. Hein. Tout ça va disparaître. Donc, en fait, il m'est apparu rapidement que la solution au problème n'était pas individuelle, mais qu'elle était collective. Et vous me voyez venir avec mes gros sabots, qu'elle était associative. J'avais été éclairé sur ce point par une petite aventure qui m'était arrivée, c'était en 1988, où un ami italien, professeur à l'université de Florence, qui connaissait mes manies, m'avait écrit pour me dire « Il y a une chose bizarre près de Florence qui peut-être vous intéressera. Il y a un type qui vient de créer un prix national d'autobiographie dans un village de 3000 habitants. » Et je me suis un peu renseigné, j'ai écrit, j'ai téléphoné, j'ai pris le train, j'y suis allé et j'ai découvert une vraie merveille qui est à l'origine ensuite de tout ce que j'ai fait dans ma vie depuis. J'ai découvert le village de Pieve Santo Stefano dans la province d'Arezzo, 3000 habitants effectivement, un petit village au bord de la haute vallée du Tibre, dans lequel un journaliste italien du nom de Saverio Tutino avait en 1984 créé un prix d'autobiographie, prix national d'autobiographie, dont l'idée était la suivante. Le prix, le jury, la commission de lecture du prix serait faite des habitants du village, ou d'habitants du village, et qui choisirait parmi les livres, parmi les textes arrivés
qui seraient aussi bien des correspondances, des journaux que des autobiographies, qui choisirait une sélection d'une dizaine de textes et qui les donnerait à un jury national composé au contraire d'écrivains, de critiques, de gens célèbres, d'éditeurs, qui choisirait le prix, qui choisirait parmi les 10 finalistes un prix, et le prix aurait consisté à être publié. Voilà. Et ça a été fondé en 1984. En 1988, ça marchait. Je suis allé voir comment ça marchait. Je suis allé passer un week-end extraordinaire à Pieve Santo Stefano. J'en suis revenu à la fois ébloui et écœuré, enfin troublé. Ébloui parce que c'était la première fois que je voyais reconnaître par un prix la valeur des écritures ordinaires. En général, on fait un prix pour couronner une œuvre littéraire d'un certain genre, ou en tout cas d'une haute qualité. Et là, il s'agissait en fait de reconnaître la valeur des écritures autobiographiques. Le prix reconnaissait la valeur du genre. En fait, le prix ne s'adressait pas à tel ou tel texte, il s'adressait à l'ensemble des textes dont il reconnaissait qu'ils avaient de la valeur et qu'ils étaient susceptibles d'être couronnés par une couronne, premier prix d'autobiographie, avec des accessites d'ailleurs aussi. Donc ça c'était très bien. Mais ensuite, j'ai assisté à la scène de la remise des prix sur la place du village, où les 10 finalistes qui étaient bien vivants étaient là, étaient interviewés à tour de rôle par un journaliste de la télévision sous les yeux des caméras. Ça durait, chacun avait droit à 5 ou 10 minutes pour présenter sa vie. Et quand ça a été fini, donc ce qui prenait un certain temps, ce qui prenait 1h30, hein, et quand c'était fini, le président du jury arrivait et disait qui avait le prix. C'était horrible. Bon, je ne m'en suis pas remis, j'avais l'impression d'un carnage. Ensuite, le prix était fêté, etc. Et les autres gens étaient laissés à leur solitude. Je sais qu'en réalité, il se passait autre chose. C'est-à-dire que le but de la collecte de ces textes autobiographiques était de mettre ensuite, de conserver ces textes. En publier un chez un éditeur était une sorte d'acte symbolique de reconnaissance envers le genre, mais la réalité de ce qui était fait était très différente. C'est que les 200 textes qui arrivaient chaque année étaient, eux, décrits, archivés et mis à la disposition des lecteurs et des chercheurs qui ensuite sont venus rapidement se mettre à exploiter ce fond d'un nouveau genre. Lecteurs essentiellement historiens ou anthropologues. Donc en fait l'idée tout de même était très bonne, l'idée de l'appel, l'idée des archives autobiographiques était excellente. Le prix, le concours me répugnait. Je me suis dit, essayons de faire, là je simplifie un petit peu parce qu'il a fallu du temps pour que tout ça décante, essayons de faire la même chose en France, mais sans le prix. Et essayons de voir si ça va marcher. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire, moi et quelques amis. En 1991, j'ai réuni chez moi une quinzaine de personnes à qui j'avais réussi à persuader que tout ça était une bonne idée. Et en particulier une de mes amies qui habitait la petite ville d'Ambérieu-en-Bugey. Vous ne connaissez pas Ambérieu-en-Bugey? Je sens une certaine incompréhension dans la salle. Il faudrait que je projette une carte. C'est une petite ville. Il y a combien d'habitants à Limoges? Combien? Alors c'est normal. C'est normal. Ambérieu-en-Bugey est un village. Ambérieu-en-Bugey a 14 000 habitants. Donc on n'est pas dans la même catégorie. C'est une petite ville, une grosse bourgade, une petite ville, une gare de triage près de Lyon, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Lyon, au pied des monts du Bugey, dans un pays extrêmement beau. Et mon ami qui habitait à Ambérieu-en-Bugey m'a dit que oui, c'était ça qu'il fallait faire une association, qu'il fallait trouver une commune, un maire, une commune, un bibliothécaire assez fou pour se lancer dans l'aventure et qu'elle avait ce qu'il me fallait sous la main, que dans sa ville, elle avait un bibliothécaire fou, un maire fou,
et qu'elle allait les persuader d'appliquer leur folie à ce projet. Donc elle est allée voir le bibliothécaire, qui s'appelait Michel Vanet, et elle est allée voir ensuite avec lui le maire. Elle lui a expliqué notre affaire, et il se trouve que la bibliothèque de cette petite ville, en général, les bibliothèques sont toujours trop petites. Hein, on est obligé de faire place, d'enlever des livres anciens pour faire place aux livres nouveaux. Et là, la bibliothèque était trop grande pour la ville, si c'est possible. Enfin, en tout cas, elle avait été établie dans un bâtiment ancien qui s'appelle la Grenette, un bâtiment du 19e siècle, à Hallogrin. Et elle avait été établie de manière splendide, mais il restait toutes sortes d'espaces libres à l'intérieur du bâtiment. De quoi abriter éventuellement de nouvelles archives. Donc on les a persuadés et l'association s'est fondée. Elle existe toujours et elle est faite pour exister toujours. On vous distribuera, si ça vous intéresse, à la sortie de cette séance, un petit prospectus la décrivant. Vous pouvez éventuellement la soutenir en faisant partie. Ce n'est pas interdit. Et je vais vous expliquer comment elle fonctionne. En fait, cette association, qui actuellement regroupe un peu plus de 500 personnes, a deux fonctions. La première, c'est celle sur laquelle je vais revenir plus longuement, et qui consiste à créer des archives autobiographiques, c'est-à-dire à empêcher la mort des textes autobiographiques, leur destruction. Et la seconde, c'est de soutenir la démarche autobiographique, c'est-à-dire de fonctionner un peu comme un club d'autobiographie, avec la même idée que pour le prix à Pieve Santo Stefano, c'est-à-dire il s'agit de reconnaître, vous faites bien des clubs de bridge, hein, vous avez bien des clubs d'échecs, vous faites des clubs de gymnastique orientale, vous faites, etc. Et bien, vous pouvez aussi créer un groupe d'autobiographie et échanger sur l'autobiographie avec des gens qui s'intéressent à la chose au même titre que vous. Il s'agissait encore dans les années, peut-être que ça paraît moins nécessaire aujourd'hui, mais dans les années 1990, de promouvoir, de défendre l'autobiographie, qui a toujours mauvaise presse. Hein. En France, on n'arrive pas à se défaire de la phrase de Pascal, « le moi est haïssable ». Les gens qui s'intéressent à eux, on se méfie beaucoup. Hein. Qu'est-ce que ça va être? Vous vous rendez compte, une association d'autobiographes? Mais ce n'est pas possible, puisque chacun va penser, c'est des gens qui pensent qu'à eux. Hein. Alors, le miracle, c'est que cette association existe et qu'elle est faite, en fait, de gens qui ne pensent qu'aux autres. Qui pensent à eux, naturellement, un peu normalement, parce qu'il faut se maintenir en vie, mais qui ne vivent, en fait, que de leur rapport avec les autres. Donc, d'ailleurs, des gens égoïstes, narcissiques, je ne sais pas comment dire, persécutés, anxieux uniquement de leur propre cas, qui arrivent à l'association pour l'autobiographie, en général, ils n'y restent pas. Ils ont l'impression qu'on ne donne pas assez d'importance à leur moi, et ils ne sont pas capables de s'intéresser au moi des autres, et du coup, en général, on ne les chasse pas du tout, on n'a jamais chassé personne, mais en général, ils s'éloignent en n'étant absolument pas satisfaits du mode de reconnaissance qu'ils ont eu et qu'ils auraient pu plus facilement avoir s'ils avaient fait un petit effort de s'intéresser aux autres. Donc, une culture de l'autobiographie que nous soutenons par des publications. Il y a des publications, peut-être on les montrera à la sortie. On a une revue qui s'appelle, de manière bizarre, La faute à Rousseau. Ce qui est une allusion, c'est un peu un ricochet culturel un peu compliqué à travers Victor Hugo, Gavroche. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à. Et Gavroche est abattu par la dernière balle avant de pouvoir dire Rousseau. Donc, mais c'est vrai que l'autobiographie, c'est tout de même en gros la faute à Rousseau. Donc c'est une revue qui paraît 3 fois par an avec des dossiers thématiques. Là, le dernier que j'ai sous les yeux, sur la nature. Est-ce qu'il peut y avoir une autobiographie écologiste? Oui, hein, c'est donc un numéro écologiste.
Donc elle publie une revue, elle organise des manifestations annuelles, des tables rondes, des matinées à Paris et des week-ends résidentiels où on se réunit du vendredi au dimanche soir autour d'un thème avec des ateliers, des spectacles, des lectures. La prochaine manifestation aura lieu, petite page de publicité, le 3, 4 et 5 juin à Nantes. Vous en saurez plus, de toute façon, sur toutes ces activités en allant voir le site de l'Association pour l'autobiographie. Il suffit que vous tapiez Citapa, S-I-T-A-P-A, et citapa.org, et vous allez trouver immédiatement tous les renseignements. Donc il y a toute une activité culturelle avec des groupes qui se réunissent dans différentes villes et qui organisent eux-mêmes en libre organisation. Il y a des groupes d'écriture, des groupes de lecture, des groupes qui invitent des écrivains, enfin, qui font toutes sortes de choses. Chaque groupe fait ce qu'il veut. Et puis, ça, c'est l'activité culturelle. Et puis, il y a l'autre activité, qui est l'activité archivistique fondamentale. On peut nous envoyer, nous recevons tous les textes autobiographiques inédits qu'on veut bien nous envoyer, qu'il s'agisse d'autobiographies, de journaux, de correspondances, à condition qu'ils soient inédits. Et nous nous engageons à les lire, à les commenter et à les rendre disponibles aux chercheurs qui s'intéresseront, aux chercheurs, aux journalistes ou même éventuellement aux éditeurs qui s'y intéresseront. Les textes, je vous décris rapidement le processus, les textes sont envoyés quand c'est des originaux en un seul exemplaire, quand c'est des dactylogrammes, comme c'est très souvent le cas maintenant, en 2 exemplaires, à notre siège à Ambérieu-en-Bugey. Là, ils sont d'abord traités, répertoriés par notre secrétaire archiviste. Et ensuite, elle les envoie dans des groupes de lecture. Nous avons 4 groupes de lecture qui groupent à peu près chacun 7 ou 8 personnes. 2 groupes à Paris, un groupe à Strasbourg, un groupe à Aix-en-Provence. L'association est nationale, tout en ayant sa base à Ambérieu-en-Bugey. Et ces groupes de lecture travaillent toute l'année à lire tout ce qui est envoyé et à en établir des comptes rendus. Moi, je fais partie d'un des 2 groupes de lecture de Paris. Et je veux dire, on se réunit une fois par mois, une après-midi, pour se répartir les nouveaux textes qui sont arrivés d'Ambérieu. Pour ensuite, quand les textes sont arrivés, il y a une sorte de vente aux enchères. On est tous les 8. On distribue les textes qui ont été décrits sommairement par la personne qui dirige le groupe. Disant ça, c'est un texte un peu comme ci, comme ça. Alors, qu'est-ce qui est candidat? Il y a une sorte de vente aux enchères. Moi, quelquefois, personne ne veut d'un texte. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie, mais c'est assez rare. Et à la fois suivante, la personne qui a pris un texte vient en établit un compte-rendu et vient lire le compte-rendu de lecture qu'elle a fait. Compte-rendu de lecture qui est soumis à la critique du groupe, qui sera ensuite soumis à la critique du déposant, pour savoir s'il est d'accord avec la description de son texte. Et une fois tout ce processus achevé, qui est récolté et publié dans le catalogue de l'association. Il y en a 14 volumes qui sont déjà parus. Ça s'appelle le Garde-Mémoire, catalogue qui en même temps est en ligne sur notre site internet. Donc vous pouvez lire sur notre site internet plus de 2500 notices descriptives avec des index et surtout une fonction recherche qui permet de trouver ce qu'on veut. Donc nous recevons ensuite des chercheurs historiens, en général historiens et ethnologues ou anthropologues, sociologues, qui s'intéressent à tel ou tel problème et qui viennent travailler, comme dans n'importe quel dépôt d'archives, à Ambérieu-en-Bugey, où nous avons une salle pour les accueillir. Je vois que le temps passe. Oui, je vous le confirme, mais tout va bien. Et il paraît que le temps passe vraiment. Tout va bien, on a le temps de prendre une ou 2 questions peut-être, s'il y en a dans la salle. Merci pour vos paroles. Est-ce que vous fréquentez les romans graphiques, autobiographiques, avec plaisir? On est dans le registre de l'autobiographie et de l'honnêteté. Non. Je ne suis pas très branché, pas très au courant de ces productions. Mais vous voulez dire, c'est-à-dire s'il s'agit de textes autobiographiques, oui, hein, bien évidemment. S'il s'agit de fiction,
je parle dans le cadre des activités de l'association, non. Mais le problème, c'est que nous ne recevons pas de textes de ce genre, pour deux raisons. Je ne sais pas exactement quels sont les textes auxquels vous pensez, pour deux raisons. La première, c'est qu'il est dit dans les statuts et dans les annonces qu'on ne reçoit pas ce qui est fiction. D'ailleurs, donc, si une chose n'est pas couverte par un pacte autobiographique, nous ne la prenons pas du tout par mépris, mais parce que les endroits de réception existent déjà pour toutes ces choses-là. Hein. Et d'autre part, nous recevons en fait très peu de choses graphiques. Et une autre question que vous pourriez me poser aussi, c'est si on reçoit des choses sous forme informatique. Est-ce qu'on reçoit des CD? Est-ce qu'on reçoit des films? Est-ce qu'on reçoit des... En fait, non. Il se trouve que nous ne recevons que des... mais nous sommes prêts à recevoir tout ce qu'on voudra nous donner. En fait, ma question ne portait pas du tout sur l'association, mais sur Philippe Lejeune, théoricien, amoureux de l'autobiographie. Je ne sais pas, pour prendre l'exemple peut-être le plus connu, l'autobiographie de Marjane Satrapi, Persépolis. Oui. Est-ce que c'était juste Oui, ça m'intéresse. J'ai lu Marjane Satrapi, si c'est ça la question. J'ai l'impression de passer un examen. J'espère que je vais être... Oui, bien sûr, je m'intéresse à la bande dessinée autobiographique. J'ai participé à des rencontres, à des colloques là-dessus, mais ce n'était pas du tout ma spécialité. Hein. Mais bien sûr, je m'intéresse beaucoup au cinéma autobiographique. Donc c'est un champ merveilleux. Une chose absolument extraordinaire, c'est que des arts comme celui de la bande dessinée ou du graphisme, d'une part, et d'autre part, tout ce qui est photographie, mais surtout cinéma, a complètement changé d'allure depuis les années 1960-1970, où ces arts, qui auraient dit que jamais Tintin et Milou pouvaient aboutir à une autobiographie, hein, que la technique, là, or maintenant, il y a des autobiographies comme celle de Fabrice No ou d'autres, des autobiographies en bande dessinée, mais absolument merveilleuses, hein. Et qui aurait dit que le cinéma, qui semblait fait pour la fiction et le documentaire, pourrait entrer dans le champ d'autobiographie. Or, c'est fait. Hein, depuis les premières tentatives, surtout aux États-Unis dans les années 1950-1960, puis ensuite en France, un peu partout en Europe, le cinéma est devenu autobiographique. Les arts de l'image sont brusquement virés vers l'autobiographie. Enfin, une de leurs branches est apparue, une branche nouvelle est apparue. Et bien sûr, ça m'intéresse absolument. Et je vous signale, ça vous intéresse visiblement aussi? Oui, alors je vous signale qu'il va y avoir à Toulouse, je crois que le 17, le 18 et le 19 novembre, un colloque universitaire organisé par l'Université de Toulouse sur les arts de l'image et l'autobiographie, qui couvre à la fois la BD, les romans graphiques et les films. Et j'y serai. Bien, merci beaucoup pour ce très agréable moment. On va libérer la salle pour la suite des événements. Vous pourrez retrouver Philippe Lejeune à la sortie de la salle et puis jusqu'à la fin de la journée sous le chapiteau de l'IRA Limoges. Merci beaucoup Philippe Lejeune.